L'échiquier international, bienvenue à vous. Le sud de Gaza, de plus en plus bombardé. Il s'agit, après avoir dévasté le nord, avec une rare et intense campagne de bombardement, d'étendre le chaos au-delà, c'est-à-dire sur le flanc sud. Depuis la rupture de la trêve, l'entité sioniste enclenche le second round du génocide. Et ce, d'après un ancien procureur de la CPI, Luis Ocampo, le sud n'est pas en reste. Loin de là, un territoire où s'entassent 2,3 millions d'habitants fragilisés par presque 2 mois de guerre. Des hôpitaux sont débordés, comme le grand établissement An-Nasr à Khan Younes, où on opère surtout des enfants sans anesthésie. À l'extérieur, les déplacements de population sont désormais massifs, notamment vers Rafah, dernière ville du sud accolée à la frontière égyptienne. On relate un nombre de réfugiés, femmes et enfants, qui dorment dans les rues désormais. Pour ce qui est du bilan général, on approche les 16 000 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Vous l'aurez compris, ou plutôt deviné, tant les mots nous manquent. On parle d'ici d'un désastre humain en cours, et ce que l'on nomme pompeusement la communauté internationale campe le pathos lorsqu'un arrêt simple et définitif est le seul credo qui vaille lorsqu'il s'agit de vies humaines. On en parle tout de suite. La trêve, une fois arrivée à sa fin, la détresse se fait de plus en plus lourde avec des bombardements intensifs où tout est considéré finalement comme cible humanitaire, hôpitaux, écoles et tout type d'habitations publiques. Le message qui est envoyé ne souffre d'aucun défaut par l'occupant. Les droits élémentaires de la communauté internationale sont foulés aux pieds. Justement, pour en parler, je reçois pour le rendez-vous du jour tout d'abord Hassan Qassimi, expert en questions géopolitiques. Bonsoir Hassan Qassimi. On reviendra vers Hassan Qassimi dans quelques instants. On essaiera d'établir le contact. J'ai avec moi également... Moi, je vous entends, hein. Ah ben, on a récupéré Hassan Qassimi. Bienvenue Hassan Qassimi. Mes respects, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Et nous serons rejoints pour la discussion du jour avec Omar Asmouni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Paris, militant pro-palestinien, et vous êtes palestinien. On reviendra avec vous sur les événements de la journée, puisque vous avez des contacts avec des Palestiniens sur place. On arrive, on le disait, à 2 mois de bombardement intensif. Justement, on commence avec vous, Omar. Dites-nous quelle est la situation sur place, avec vos mots et votre ressenti. Sur le terrain, très concrètement, c'est l'horreur à chaque instant. Nos amis qui ont pu souffler quelques jours se sont retrouvés à nouveau devant ce déluge de feu et de mort. Je suis en contact régulier avec des personnes qui sont à Khan Younes, à Rafah, à Deir el-Balah et dans différents coins de la bande de Gaza. On est aussi ici maintenant en France en contact direct avec tous les Palestiniens de Gaza qui sont à chaque instant dans l'attente d'une nouvelle terrible et dans la tentative désespérée de prendre contact avec leur famille. La situation très concrètement aujourd'hui, c'est que c'est un déluge de feu total. Les personnes qui étaient réfugiées par exemple dans les écoles des Nations Unies, elles risquent la mort à chaque fois qu'elles partent, ne serait-ce que essayer de trouver quelque chose à acheter pour boire ou pour manger. Personne ne sait où aller. La réalité, les gens l'ont très bien comprise. Déjà, pour ceux qui étaient partis du nord pour aller se réfugier au sud, beaucoup d'entre eux sont déjà tombés en martyrs dans la première phase de la guerre. Et là, les gens bougent, mais sans avoir vraiment une boussole. Personne ne sait précisément où aller. En fait, les gens quittent les lieux sans avoir nulle part où atterrir. Et ils comprennent, en fait, comme nous tous, je pense, que la réalité du plan israélien, c'est d'abord une vengeance sans limite, une logique génocidaire qui est à l'œuvre, qui vise à éliminer le maximum de Palestiniens, et qu'il y a bien un plan pour vider la bande de Gaza de sa population, par le feu, par le massacre, mais aussi en la rendant tout simplement inhabitable. Et il y a une conscience très forte, une solidarité extraordinaire des gens sur place. Celui qui a un verre d'eau, il le partage avec son voisin. Celui qui a un bout de couverture, on la coupe en deux et on la partage
avec ceux qui arrivent de part et d'autre. Et il y a un élan comme ça extraordinaire, à la fois de conscience, de solidarité, de détermination, de force et de courage aujourd'hui, malgré la violence de l'occupation, malgré la violence coloniale qui se déchaîne sur les Palestiniens. Ils continuent de nous montrer un message très très fort de dignité et de courage. Hassan Qassimi, comme on vient de l'entendre de la part de Omar Asloumi, il y a bien une logique génocidaire qui consisterait à vider la bande de Gaza de ses habitants. Et d'ailleurs, ce terme de génocide émane de l'ancien procureur de la CPI, Luis Ocampo, qui évoque le génocide, bien entendu, mais surtout qu'on foule aux pieds le droit international, un message certainement envoyé aux grandes puissances qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas enrayer cette logique génocidaire du sionisme. Comment vous l'expliquez? Vous savez que le sionisme est une doctrine qui remonte de manière assez lointaine dans l'histoire. À partir de 1886, où il y a eu les premières réunions des groupes de Sion qui se sont réunis à Saint-Pétersbourg en Russie et qui ont bien sûr développé une idéologie, une culture. Et cette idéologie a été portée par des intellectuels occidentaux, ça il faut toujours le dire, et qui a été ensuite, par la suite et avec le temps, après 1948, qui a été imposée à la Palestine. Alors ces intellectuels occidentaux, c'est des intellectuels qui d'abord animés d'une culture haineuse à l'égard des Palestiniens, d'une culture raciste, et vous devez savoir que Theodor Herzl, en 1948, lors de la déclaration, comme l'appellent les sionistes, déclaration d'indépendance, mais moi je l'appellerai la déclaration de spoliation de la Palestine et du vol des terres de la Palestine, que était de Palestiniens, mais il parle d'Arabes en Palestine pour dire que les Palestiniens n'ont aucune attache avec la Palestine. C'est pour faire disparaître la terminologie de Palestinien. Donc la culture et cette haine de faire disparaître la population palestinienne est ancienne dans l'histoire. Elle est d'abord raciste. Vous devez savoir que en 1948, Theodor Herzl avait déclaré que l'État d'Israël était un État juif, donc il n'y avait pas de place pour les Palestiniens, il n'y avait pas de place pour les Arabes. Donc c'est une idéologie en quelque sorte raciste, ségrégationniste, et surtout, on ne doit pas oublier des dates repères qui sont très importantes. C'est la résolution des Nations Unies de 1975 qui a considéré le sionisme comme étant une idéologie raciste. Et 2 années après, c'est-à-dire en 1978, il y a eu la première conférence internationale de lutte contre le racisme et qui avait déjà à l'époque condamné le sionisme comme étant une idéologie raciste et aussi pour avoir fait alliance avec l'apartheid. Donc il y a tout un terreau, tout un patrimoine culturel qui est présent et qui constitue les véritables armes on en reparlera. Du sionisme. Merci Hassan Qassimi. Omar Asloumi, on a vu dès le début des bombardements un front international, que ce soit à Londres, même dans certaines villes américaines, on le rappelle, des manifestations du nombre de 400, c'est un record aux États-Unis, pro-palestinien, c'est du jamais vu. Mais en France, on a eu quelques difficultés à faire montre de sa solidarité avec les droits des Palestiniens. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que ça s'est un peu désengorgé? Est-ce qu'on peut manifester tranquillement? Vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a réussi à briser le siège qui s'est imposé d'une façon extrêmement violente et brutale sur toutes celles et ceux qui voulaient manifester leur soutien au peuple palestinien. Il a fallu un bras de fer extrêmement fort et déterminé et résolu pour, après près d'un mois de bataille, au début du mois de novembre seulement, obtenir les premiers rassemblements et manifestations autorisées en France. Donc c'est grâce à la détermination et à l'engagement de celles et ceux qui ont affronté les matraques, le gaz, les amendes, les gardes à vue par la police française, qu'aujourd'hui, effectivement, on peut manifester à Paris, dans la dignité, notre soutien au peuple palestinien et à sa résistance. Donc ça, c'est aussi le fruit d'un travail politique qui a été réalisé par nous, Palestiniens,
pour essayer d'agréger les alliés les plus nombreux possibles, syndicats, organisations politiques et associatives, de façon à imposer ce bras de fer au gouvernement français. Mais notre objectif, c'est pas seulement de manifester. Notre objectif, c'est que la France agisse concrètement pour un cessez-le-feu. Et on le voit aujourd'hui, la France, ancienne puissance coloniale, nation qui a aussi collaboré avec les nazis, et on continue à nous battre avec beaucoup de détermination. Et on le dit, le gouvernement français, Monsieur Macron et tous ses ministres doivent dès aujourd'hui s'engager de la façon la plus ferme possible pour d'abord dire oui, nous voulons un cessez-le-feu immédiat et permanent. Mais un cessez-le-feu, on sait qu'on ne va pas l'avoir juste en le disant. Israël doit être contrainte, et pour être contrainte, il faut engager des poursuites contre les criminels de guerre, il faut recourir à toutes les sanctions, et la plus simple et la plus évidente, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Dans toute la Méditerranée, on le sait, ces accords d'association sont en principe soumis au respect par toutes les parties des droits de l'homme et droits humains fondamentaux. Et ce que Israël nous montre aujourd'hui, mais en fait depuis des décennies, mais aujourd'hui avec une frappante brutalité, c'est que Israël est tout sauf un État qui respecte les droits de l'homme et les droits humains, et par conséquent, cet accord d'association doit tout simplement être révoqué. C'est ce que nous disons aujourd'hui, et en attendant que les États se bougent, on est tous impliqués aujourd'hui dans le boycott des produits israéliens et dans le boycott des entreprises impliquées en Israël, impliquées dans la colonisation, impliquées dans le soutien de ce génocide en cours. Et j'aimerais parler de deux entreprises françaises en particulier qui ont une responsabilité très très grave et qui sont présentes en Algérie. Allez-y. Il y a Carrefour. Carrefour, c'est cette grande chaîne d'hypermarchés et de magasins, une des plus grandes entreprises capitalistes de France, qui a développé un réseau très important de magasins en partenariat avec différentes chaînes israéliennes, et qui aujourd'hui en fait est un des acteurs de la colonisation. Elle a représenté la liste de ces magasins sur une carte de la Palestine historique que eux présentent comme leur implantation en Israël. De fait, ils investissent dans les colonies israéliennes, et les magasins Carrefour en Israël ont même offert des packs gratuits à l'armée israélienne, aux soldats israéliens. Face à ça, aujourd'hui, il y a une campagne très très forte qui est en train de se développer contre la chaîne de magasins Carrefour, et ça, c'est une campagne contre tous les magasins Carrefour, où qu'ils soient, en France ou à l'international. Une deuxième cible importante sur laquelle j'aimerais juste dire deux mots rapides, Allez-y. Sanofi, un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, qui est un groupe français à l'origine. C'est un groupe qui a signé au tout début du mois d'octobre un accord pour des milliards d'euros d'investissement avec la firme pharmaceutique israélienne Teva. Teva, c'est aujourd'hui une firme qui a une place stratégique dans l'économie israélienne. C'est un des plus grands acteurs économiques israéliens. Et en fait, aujourd'hui, Sanofi investit plus de 10 milliards d'euros dans cette entreprise israélienne Teva. Il se trouve que Sanofi, bien sûr, est présent en France, mais aussi est présent en Algérie, au Maroc et dans beaucoup de pays à travers le monde. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que partout, il est possible d'agir. Si l'ennemi sioniste n'est pas devant nous, il y a ses alliés. Et très clairement, on invite tout le monde, en France, en Algérie et ailleurs, à boycotter ces entreprises, à les interpeller sur leurs responsabilités criminelles avec l'occupation sioniste. C'est très important aujourd'hui que je puisse soutenir la résistance du peuple palestinien, et pour mettre en échec ce projet de génocide. Le message et de est entendu, nettoyage Omar Asloum. ethnique. Alors Hassan Qassimi, en attendant peut-être le mutisme, ou peut-être l'action plutôt de la communauté internationale pour cesser cette barbarie, est-ce que le boycott pour vous représenterait une arme pour faire peut-être, pas chuter, mais en tout cas affaiblir ou contenir pour l'instant le projet sioniste? On se rappelle que l'arme du boycott avait fait chuter l'apartheid de Frédéric de Clercq. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le boycott serait efficace pour cesser cette campagne de bombardement et de massacre? Sans aucun doute, vous devez savoir que si on veut faire très mal aux lobbies sionistes, il faut frapper à la poche, il faut taper à l'économie. Et là, je vais rappeler un peu la dernière conférence qui s'est déroulée à Riyad, la Ligue arabe et du monde islamique, l'Algérie, avec un certain nombre de pays tels que l'Irak, la Tunisie, le Qatar, avaient proposé un certain nombre de mesures pour sanctionner économiquement
l'entité sioniste notamment provoqué l'embargo du gaz et du pétrole sur l'entité sioniste et les États qui la soutiennent. Donc voilà en quelque sorte des propositions qui pouvaient un peu faire très mal, mais malheureusement avec la compromission et la soumission de certains pays arabes du Moyen-Orient, ont fait que ces propositions qui étaient très fortes ont été, l'intervention bien sûr de l'entité sioniste a été très forte pour que ces propositions, un véritable boycott, et nous détenons, les pays arabes détiennent bien sûr des leviers très forts qui peuvent faire très mal et qui peuvent faire arrêter cette guerre injuste, cette guerre féodale et cette guerre primitive qui se prolonge avec bien sûr des conséquences dramatiques. Et là, je voudrais dire une chose, que les conséquences ne sont pas uniquement dramatiques pour les Palestiniens, les conséquences sont aussi dramatiques pour les sionistes. Pourquoi elles sont dramatiques pour les sionistes? Parce que d'abord, cette guerre provoque au sein de la population juive en Israël un sentiment d'insécurité, ce qui fait que nous avons recensé depuis pratiquement 1 mois et demi le départ d'1/4 de juifs qui ont quitté Israël et qui sont partis en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est très très important de le dire, pour la simple raison vous dites qu'ils n'ont pas, de réel ancrage, c'est ce que vous dites en fait. Ils n'ont pas de réel ancrage. Je veux dire qu'Israël ne serait pas viable sans la population juive. Donc il y a des départs, il y a un phénomène de migration inverse qui est en train de se dérouler, c'est le départ des Juifs d'Israël vers l'Europe et les États-Unis. Il y a un autre point très important au niveau de l'opinion publique internationale. Les sondages ont été faits par les Américains qui ont constaté que 89% de l'opinion publique internationale est maintenant favorable aux Palestiniens. Donc il y a aussi cette chape de plomb qui a été coulée par les lobbies sionistes au niveau de la communication et de l'information. Ok, l'ambassadeur d'Irlande pour demander des explications, mais le Premier ministre avait rapidement répliqué pour dire à Nadia Netanyahu que l'Irlande connaît l'histoire de la colonisation et de la dépossession et qu'il n'avait pas à leur donner des leçons. Donc il y a aussi un autre phénomène très important qui est l'une des conséquences importantes de cette guerre, c'est qu'il y a une extension du sentiment anti-sémitique. Et là, croyez-moi que Netanyahou est en train de mettre en danger la population juive dans le monde et qui n'est plus en sécurité. Alors Omar Asloumi, on constate que ces opérations sionistes ne ressemblent à aucune autre. On rase tout, à tout bout de champ, voire même on rend les évacuations de la population impossibles, avec un drame aussi touchant particulièrement les enfants, avec des terribles images qui nous proviennent tous les jours. Est-ce que ça serait caricatural que de dire que c'est une guerre contre les enfants ? C'est pas seulement vous et moi qui le disons, c'est l'UNICEF qui l'a déclaré il y a déjà plusieurs semaines. La bande de Gaza aujourd'hui, c'est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Et bien sûr, les enfants palestiniens sont de fait aujourd'hui une cible parfaitement légitime du point de vue des criminels sionistes, pas seulement leurs dirigeants, pas seulement leurs soldats, mais en fait, on entend dans leurs médias et sur leurs réseaux sociaux un relatif consensus en fait sur le fait que les Palestiniens, dans leur ensemble, y compris les enfants, seraient aujourd'hui de son armée, de ses institutions, de ses médias, quelque chose qui diffuse à travers le monde un poison terrible qui est celui que les Israéliens n'auraient finalement aucun sentiment ni humanité. C'est extrêmement dangereux. Il est évident que Netanyahou n'a que faire à la fois de ses citoyens ou de la vie des Palestiniens. Ce sont aujourd'hui, pour moi, une mafia qui est au pouvoir et qui n'a de seul intérêt que les dollars et l'argent. C'est terrible à dire, mais la réalité, c'est que ce gouvernement-là ne représente les intérêts de personne à part ceux d'une petite clique corrompue. Omar Asloumi, on se disait peut-être que nous avions le défaut d'être un peu trop rapidement optimistes, mais que l'échange de prisonniers allait peut-être permettre un cessez-le-feu définitif. Bien entendu, on s'est un peu précipité, on s'est trompé. Comment expliquez-vous que ces opérations d'échange de prisonniers n'aient pas abouti à un cessez-le-feu? Bien au contraire, ça a permis d'ouvrir une nouvelle séquence de bombardements encore plus barbares.
Il faut écouter la résistance palestinienne qui le dit de façon assez claire. En fait, il y avait une très grande différence entre les premiers prisonniers qui ont été échangés là de part et d'autre. Une bonne partie des prisonniers qui ont été échangés par la résistance contre des prisonnières et des enfants prisonniers palestiniens, c'était en fait des prisonniers qui n'étaient même pas nécessairement détenus par les principales brigades de la résistance palestinienne. Un certain nombre en fait de ces prisonniers israéliens ont été eux aussi participer à cet élan collectif d'aller chercher des otages ou des prisonniers. Donc en fait, la résistance là, elle a fait en sorte d'avoir un moment de trêve, un moment de répit, de créer des mécanismes qui permettaient potentiellement d'aller plus loin. Mais la réalité, c'est que l'entité sioniste n'a que faire et de la vie humaine et même de ses propres otages. Et la suite, elle va être particulièrement complexe. Parce que la réalité, c'est que maintenant, la résistance, elle le dit très clairement. Les femmes et les enfants, on n'en a que faire. S'ils sont retrouvés dans la bande de Gaza, c'est presque malgré nous. En revanche, contre les prisonniers que nous avons aujourd'hui dans nos mains, c'est ce que disent les résistants à Gaza, eh bien, c'est des soldats, c'est des hommes, et donc on ne va pas les échanger comme ça. Il va falloir payer le prix. Et l'objectif de la résistance, c'est de libérer l'ensemble des prisonniers palestiniens, des milliers de prisonniers palestiniens. On se rappelle que contre Gilad Shalit, c'était plus de 1000 prisonniers palestiniens qui avaient été libérés. La résistance aujourd'hui exige que pour les plus de 100 prisonniers israéliens, l'ensemble des prisonniers soient libérés. Et donc ça, c'est un des enjeux très forts. Et effectivement, c'est un des enjeux de la séquence actuelle. Face à ça, Israël est bien sûr tout sauf prêt à négocier et elle continue en fait à faire payer à la résistance en vie civile sa position de principe extrêmement forte. Hassan Qassimi, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Rapidement, comment vous voyez les prochaines semaines, même si on ne cache pas notre pessimisme, vu la situation? Rapidement. Je vais vous dire une chose, c'est que Netanyahou est un criminel de guerre. Il n'y aura pas de paix avec Netanyahou en Palestine ou à Gaza. Et vous devez savoir que Netanyahou est en train pas uniquement de faire la guerre aux Palestiniens, il est en train de faire la guerre à l'humanité tout entière. Il est en train, à Gaza, Netanyahou et les lobbies sionistes sont en train de tuer toute l'humanité. Et là, je dois vous faire savoir que le seul élément qui pourrait éventuellement pencher vers le retour d'une autre trêve, c'est que les lobbies aux États-Unis puissent faire pression sur le président Biden. Et devait savoir que le président Biden doit participer à des élections présidentielles l'année prochaine. Est-ce que sa cote de popularité est en train de s'effondrer? Et c'est le seul élément qui pourrait éventuellement intervenir pour une nouvelle trêve et aller vers une paix durable. Très bien, Monsieur Qassimi. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à nos deux intervenants du jour, Hassan Qassimi et Omar Assoumni. Tout de suite, le bulletin météo et je vous retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.